Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Médian TV Afrique. Si vous nous rejoignez, c'est la fin du suspense. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila renonce enfin à briguer un troisième mandat à la présidentielle de décembre prochain. Il a fini par choisir son dauphin en désignant Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat de son parti. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Elhadj Ndiaye. Elhadj, bonjour. Bonjour, Diallo. Vous êtes journaliste et analyste politique. Joseph Kabila décide enfin à renoncer à sa candidature pour la prochaine présidentielle et c'est son ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary qui va porter les couleurs de la coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo. Qu'est-ce qui explique selon vous ce choix? Merci beaucoup, Diallo. Moi, je crois que ce choix, il faut le comprendre également comme étant un choix de raison. Parce que normalement, en Afrique, il faut qu'on ait l'habitude justement de respecter ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel afin d'éviter justement des troubles à chaque fois qu'on s'engage vers des consultations électorales. Et je crois que également ce choix se justifie par la pression aussi bien au niveau interne que le président Kabila a eu à subir depuis le début justement de l'annonce de la date de la présidentielle, mais également par la pression externe que justement les représentations diplomatiques ont eu à faire. Et je pense que chemin faisant, il a pas estimé et il a jugé utile de renoncer à une troisième candidature, ce qu'il faut saluer. Et quand je dis ce qu'il faut saluer, parce que jusqu'à il y a 3 ou 4 jours, le suspense demeurait et pratiquement tout le monde pensait qu'il allait se représenter pour un troisième mandat. Mais ça, il faut le contextualiser dans la sous-région de l'Afrique centrale. Quand vous voyez les voisins de la République démocratique du Congo, vous voyez qu'il y a une culture de rompre avec l'ordre constitutionnel pour aller justement au forcing avec le peuple et briguer un troisième mandat. C'est ce qui se passe au Congo voisin, en République du Congo, où le président Denis Sassou Nguesso en est à son troisième mandat depuis 2016. Si vous prenez également le Burundi voisin avec Nkurunziza, malgré la fronde populaire, malgré la volonté populaire et le peuple qui est sorti dans la rue, malgré les morts d'hommes, il a fait du forcing et en est à son troisième mandat. Si vous prenez l'Ouganda, le président Museveni en est à son 5e mandat. Et si vous prenez le dernier exemple, qu'on prend même des fois comme un modèle peut-être économique mais pas démocratique, c'est le Rwanda. Le président Paul Kagame est parti pour être là avec la nouvelle réforme constitutionnelle qu'il a instituée, pour être là jusqu'en 2030. Donc, dans cet îlot-là, on pourrait considérer la décision justement de Joseph Kabila comme étant une décision sage. Et ça a été un soulagement aussi bien en République démocratique du Congo, mais aussi un peu partout dans le monde. Vous avez vu que l'Élysée a sorti un communiqué par la voix du président de la République française, Emmanuel Macron, pour saluer la décision sage et démocratique du président Kabila, et les autres justement grandes puissances en ont fait de même. Et je crois que c'est un honneur pour l'Afrique de pouvoir réaliser des transitions, surtout que pour la première fois, on est dans la perspective d'entrevoir une transition démocratique pacifique. Et le terme est important, surtout pacifique, en République démocratique du Congo. Alors, une décision sage, saluée par la communauté internationale, mais est-ce qu'elle n'aura pas de conséquences sur le fonctionnement même de la coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo? Ça, on peut le penser, parce que les spéculations à partir de ce moment vont bon train. Parce qu'on se demande, mais pourquoi ce désistement de Kabila? Ce qu'il faut comprendre également, c'est que Kabila n'est pas né de la dernière pluie, et ce n'est pas un enfant de cœur. Il a préparé et il a bien surveillé ses arrières. Et aussi bien dans l'appareil étatique qu'au niveau du dispositif sécuritaire, il a installé ses propres lieutenants pour préparer d'abord son départ. Mais ce que nous soupçonnons, c'est que c'est le syndrome de la Russie qui guette la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que Kabila part pour mieux revenir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Emmanuel Ramazani n'est là que pour chauffer le fauteuil présidentiel, c'est-à-dire en réalité, c'est un dauphin qui juste garde le fauteuil présidentiel à Kabila, qui après justement, pour respecter l'ordre constitutionnel, pourra revenir briguer le suffrage et reprendre son poste de président de la République. Si tel est le cas, forcément au niveau de la coalition au pouvoir, il y aura des remous.
parce qu'il y en a qui ont des ambitions présidentielles. Et si le schéma qui se dessine devait se confirmer, c'est que toutes les ambitions personnelles des leaders qui sont au niveau justement de cette grande coalition présidentielle, c'est des ambitions qui vont s'estomper. Et ça, c'est le risque aussi qu'on risque, c'est ce qui risque de se passer et qui serait peut-être dommage et pour le Congo et pour la démocratie en Afrique, parce que ça peut préjuger des lendemains plus ou moins difficiles dans cette région de l'Afrique. Alors, un catholique pratiquant de surcroît a annoncé le porte-parole du parti, un détail certainement qui est important puisqu'en République démocratique du Congo, l'Église catholique a une forte présence. Est-ce que cela pourrait jouer pour que Ramazani puisse sortir du lot le 23 décembre prochain? Oui, mais le choix de Ramazani, si ça peut se comprendre, parce que n'oublions pas qu'il était l'ancien ministre de l'Intérieur de Kabila, si ça peut se comprendre et que si ça peut être défini comme étant un choix logique, pose problème. N'oubliez pas que Ramazani a été épinglé par l'Union européenne. Et on l'accuse d'avoir été justement une entrave au processus électoral. Ce qui fait que en interne même au sein de l'opposition et au sein du peuple, il est vu d'une certaine manière. Et à l'externe également, c'est-à-dire au niveau des puissances étrangères, il pourrait constituer un obstacle. Et pourtant, c'est cet homme-là qui est mis au devant. Maintenant, qu'il bénéficie d'un capital sympathie, ça c'est vrai. Qu'il soit un catholique pratiquant également, ça c'est également vrai. Qu'il soit adoubé par le président sortant, ce sont autant d'arguments qui peuvent peser sur la balance. Mais ce qu'il ne faut pas oublier par contre, c'est qu'il aura en face de lui une opposition redoutable, c'est-à-dire des chefs de file de l'opposition qui ont également ce même capital sympathie et qui chacun dans la région qui le concerne, parce que la particularité du Congo, c'est que justement on capitalise le maximum de son électorat par rapport à sa région d'origine, et chacun dans la région qui le concerne peut capitaliser le maximum d'électorat. C'est-à-dire que cette opposition n'aura plus en face de lui Kabila qui est craint, il aura en face de lui son dauphin, et ça peut permettre au jeu d'être plus ou moins ouvert. C'est vrai que l'opposition qui peine encore de trouver un candidat ou une candidature unique, est-ce que réellement elle pourra peser sur la balance? Comme vous l'avez dit, Kabila en réalité ne s'efface pas, il laisse son dauphin chauffer en attendant qu'il revienne. Est-ce que l'opposition pourra peser sur la balance? Mais je crois qu'il y a une entente tacite au sein de l'opposition qui consiste à soutenir le candidat de l'opposition qui sera le mieux placé. Et je crois que dans cette dynamique, on pourrait penser en réalité que si l'opposition fait bloc unique contre justement Ramazani à cette élection-là, au second tour par exemple, il y aura une possibilité pour l'opposition peut-être de pouvoir jouer crânement sans chance. Maintenant, la particularité de l'opposition, c'est qu'elle est éclatée en ce moment. Et vous avez des têtes fortes. Vous avez d'une part Jean-Pierre Memba qui est revenu, même si on pourrait douter que sa candidature soit acceptée. Mais au-delà de ça, vous avez Philippe Tshisekedi qui capitalise justement un électorat, surtout l'électorat de son défunt père. Mais vous avez également l'ancien président de l'Assemblée nationale qui est considéré comme le principal challenger et celui qui peut même faire basculer la balance. Il s'agit de Vital Kamerhe. Surtout qu'il partage la même région que Moïse Katumbi, qui certainement également ne sera pas candidat, et qu'il pourrait bénéficier de ce report de voix-là. Et si justement Vital parvient à manœuvrer, parce que sa candidature a été déposée, et sa candidature certainement sera acceptée, et il bénéficie même d'un capital sympathie au sein même de la coalition au pouvoir, ce qui fait en réalité qu'il a plus ou moins des chances également de pouvoir inquiéter Emmanuel Ramazani. Alors, en quelques secondes, Eladj, vous avez parlé des sanctions, parce que c'est vrai, il est encore Ramazani est sous sanction de l'Union européenne depuis avril 2017 pour atteinte aux droits de l'homme. Est-ce que son élection, même si on n'en est pas encore là, est-ce que son élection à la tête du pays ne va pas gêner un peu les relations que la RDC va entretenir avec l'Occident? Ah, forcément. Parce que n'oublions pas en réalité qu'un processus électoral, il doit être clair et transparent. Et si justement dans ce processus électoral-là, quelqu'un a été épinglé
pour entrave, le terme il est assez lourd, pour entrave au processus électoral, c'est-à-dire stopper le bon fonctionnement ou la marche même du calendrier républicain et démocratique et même dans la pratique même de l'élection. Quand quelqu'un a été épinglé pour ces faits-là et qu'il se retrouve peut-être demain président de la République, on se demanderait, et si à moins que la sanction de l'Union européenne soit levée avant les élections, avant l'élection présidentielle. Mais si cette sanction n'est pas levée et que malgré tout, justement, il se retrouve président de la République démocratique du Congo, ça va devenir un paradoxe plus ou moins compliqué de pouvoir conjuguer ces deux phénomènes-là. Comment, en ayant épinglé quelqu'un pour notre transparence dans sa manière de conduire le processus électoral, on va l'accepter comme étant président élu. Maintenant, toujours est-il que ce qui peut sauver le Congo, c'est que les élections se tiennent déjà à date échue le 23 décembre 2018 et qu'au-delà de ça, qu'elles soient des élections transparentes, qui ne soient pas contestées. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, l'opinion internationale comprendra que malgré toutes les sanctions qui pèsent contre justement Ramazani, il bénéficie de la légitimité populaire. C'est que le peuple lui a donné sa confiance et la légitimité populaire est au-dessus de tout. Merci El Hadj d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. L'information continue sur notre antenne.